Bonjour à tous et bienvenue. C'est le Club des Sports sur la RTS. Aujourd'hui, nous allons parler de basket avec la Basketball Africa League, la conférence Sahara, qui démarre ce samedi à Dakar avec l'ASC Ville de Dakar, qui sera le représentant du Sénégal. Et nous parlerons justement du grand saut pour l'équipe de Dakar. Et puis, en deuxième thème, on reviendra sur le Maroc. Le Maroc qui est en train de devenir un peu le hub du sport africain. Ce sera le deuxième thème. Avec moi sur ce plateau, Aaron Adam, bonsoir. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs. Ouais, bonjour à Nafi Amafal également. Bonjour. Nafi, bonjour. Welcome back. Merci beaucoup. Bonjour Thierno, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement et ravis de le retrouver dans le Club des Sports. Très bien. Allez, on est ravis également de vous compter parmi nous. Pape Alassane a fait école buissonnière. Il rendra des comptes la semaine prochaine. Alors, messieurs, dames, on va parler de basket donc avec la Basketball Africa League. Arona, l'ASC Ville de Dakar est le représentant du Sénégal pour cette édition. Une première pour l'équipe de Dakar, de la ville de Dakar. Alors, comment voyez-vous un peu la participation de l'ASC Ville de Dakar dans cette compétition qui est l'élite du basket africain aujourd'hui? Disons que c'est une équipe qui va faire face à un défi extrêmement difficile, parce que la barre a été placée très haut quand même par l'AS Douane qui, sur les 2 dernières éditions, avait représenté le Sénégal et qui a à chaque fois s'est qualifié pour le Final 8. Donc, Ville de Dakar doit déjà atteindre cet objectif-là, d'intégrer la phase finale qui va se disputer à Kigali au mois de juin. Je pense que là, ça va faire une petite pression sur cette équipe qui est novice, mais qui compte quand même dans son effectif des joueurs aguerris, des joueurs très expérimentés. Je pense que sur les 13 joueurs, il n'y a que 3 qui n'ont pas découvert, en tout cas qui n'ont jamais disputé ce tournoi-là. Ouais. Ils ont su faire un recrutement, mobiliser des joueurs autour de cet objectif-là, qui connaissent déjà la BL, qui savent quels sont les enjeux, qui savent comment jouer cette compétition-là. Ça peut être un atout, ça peut être peut-être ce qui va créer ce déclic-là pour la ville de Dakar. Parce que sinon, le niveau d'expérience et le niveau de compétition est tel dans ce tournoi-là qu'on se pose même parfois la question en se disant que c'est peut-être au même niveau qu'un championnat d'Afrique de basket. Parce que quand même, vous avez les meilleurs joueurs africains et les meilleurs joueurs qui viennent peut-être parfois aussi d'autres continents. Parce qu'il y a des Américains que les gens vont aller chercher, des basketteurs européens et tout. Donc, c'est une formule qui fait qu'il faut exceller. Il faut toujours tirer vers le haut. Et Ville de Dakar devra vraiment être au niveau. C'est à Dakar que ça se joue. Ils sont dans une salle qui est, on le sait, est devenu un chaudron pour les clubs sénégalais qui disputent des compétitions dans le cadre de ce tournoi-là. Douane a eu à bénéficier de l'appui de ce public-là. Et on sait que Ville de Dakar va pouvoir faire la même chose. Si vous vous souvenez de la Coupe d'Afrique des clubs champions dames au mois de décembre dernier, à Maris Ndiaye, les filles de Ville de Dakar faisaient quasiment guichet fermé tous les soirs et le public jouait sa partition. On espère retrouver cette ambiance-là, cette mobilisation des supporters, un public qui colle à son équipe, qui pousse cette équipe de Ville de Dakar vers le succès, parce qu'elle est dans un groupe quand même assez difficile, qu'elle partage avec le champion en titre, et ce ne sera donc pas une mince affaire pour Ville de Dakar. Ouais, absolument, le champion en titre, vous en parlez, c'est Petro de Luanda. Il y a également Créole Star du Cap-Vert, mais également l'US Monastir qui avait aussi gagné la Basketball Africa League. Alors, face à de tels adversaires, c'est vrai, il y a le recrutement qui est là. L'AS Ville de Dakar a recruté naturellement, notamment, je voulais dire, Mike Perry, qui a de l'expérience, qui a joué avec l'US Monastir. Il y a Majok également, des internationaux sénégalais, Matar Gueye, Tcherno Ibrahim Magnan, ou Barandiaï, qui a joué également la balle avec l'AS Douane. Donc l'idée, c'était justement de recruter des joueurs qui ont l'expérience, qui peuvent apporter ce supplément d'âme-là. Mais face à un entraîneur, avec un entraîneur qui découvre la compétition, est-ce que, justement, parce que la Basketball Africa League, c'est le terrain, mais également c'est le staff. Oui,
C'est le staff, mais je pense on va dire que l'AS Ville de Dakar va découvrir la compétition, mais ce ne sera pas le cas des joueurs. Maintenant, c'est aux joueurs peut-être d'hisser le staff technique et de leur permettre de s'imprégner un peu en avance de ce qui va se passer sur le terrain. C'est vrai que l'AS Ville de Dakar, avec le staff technique plutôt, n'a jamais découvert la BAL. Mais il faut savoir que aujourd'hui, c'est un club qui a l'habitude de jouer dans des grandes compétitions, qui a l'habitude quand même d'être dans des grandes compétitions, que ce soit avec les sélectionneurs, avec les entraîneurs plutôt, excusez-moi, ceux qui sont aujourd'hui dans le staff technique. Et je pense que si aujourd'hui, on voit que l'AS Ville de Dakar a mis presque, on va dire, tous ses moyens dans le recrutement, c'est un petit peu pour compenser cet aspect sur le banc qui fera novice en tout cas dans la compétition. Ouais. C'est pourquoi ils ont, comme vous l'avez dit, pris Ater Majok, qui fait partie des joueurs les plus défensifs de la BAL, des plus expérimentés de la BAL aussi. À côté de lui, vous avez Will Perry, qui fait partie en fait des attaquants, on va dire, de la BAL, des joueurs aussi les plus expérimentés. Vous avez Aruna et vous avez aussi ces joueurs sénégalais qui ont joué la phase inaugurale de la BAL et qui ont continué peut-être à jouer avec d'autres clubs jusqu'ici pour la 5e saison. Moi, je pense que c'est en regardant le recrutement, ça explique tout sur ce que l'AS Ville de Dakar veut faire. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 10 sur 13 joueurs qui ont déjà découvert la BAL. On aura nos entraîneurs qui vont découvrir, mais qui ont eu l'habitude de suivre la compétition. Parce que ce qui a magnifié aussi dans la BAL ici au Sénégal, c'est que pour chaque année, on a un représentant là-bas et qui fait le tour pour dépasser les Final 8. Bien sûr, on n'a pas eu cette chance avec le Duc, mais ne serait-ce qu'avec les expériences de l'AS Douanes et connaissant un peu la générosité des techniciens à se partager la connaissance dans les expériences internationales, peut-être on n'aurait pas à craindre sur le staff technique en attendant bien sûr le premier match, qui ne sera pas facile du tout. Absolument. Parce que l'AS Ville de Dakar fera face au champion en titre. Ouais. J'insiste un peu sur le staff. Pourquoi? Parce que on se souvient que lors des éditions précédentes, Pabi est allé recruter Parfait Adjivon. Oui. Ils ont travaillé ensemble. Ce sont des entraîneurs internationaux pour justement renforcer un peu leur capacité et s'aider mutuellement. Justement, personnellement, moi, je m'attendais à voir peut-être Pabi être là-bas parce que ça aurait été un plus d'expérience. Aujourd'hui, Pabi est considéré comme un sélectionneur, comme un entraîneur, excusez-moi, j'utilise tout le temps le mot sélectionneur, aguerri dans la compétition. Donc, on aurait pu l'avoir aujourd'hui sur le banc de l'AS Ville de Dakar. Ça aurait fait un plus, mais de ce que je vois, c'est-à-dire, eux, ils sont plus axés sur le recrutement des joueurs, ne faisant pas fi sur le staff technique, bien sûr. C'est un côté assez important parce que ça nous permet toujours d'anticiper sur des choses. Vous savez, la BAL, c'est une compétition qui est vraiment très différente des autres compétitions. Tout se joue dans les détails. Si vous voyez comment nos clubs sénégalais ont été éliminés, ça a toujours été sur les détails, sur le mental, sur l'expérience, sur des choses que peut-être l'expérience aurait pu permettre de changer en fait. J'aurais bien aimé peut-être voir tous ces sélectionneurs qui ont eu l'expérience, comme l'a fait l'AS Douanes en tirant Parfait Adjivon, qui était avec le Duc. Donc ça aurait été intéressant de voir encore plus ça et ça aurait encore donné plus d'expérience à nos entraîneurs de plus avancer. Mais bon, ce sont quand même les choix du club. Finalement, on verra si les choix qu'ils ont faits, mis en plus sur l'expérience que le staff technique vont payer ou pas. Ouais. Alors, il y a une chose quand même qui est importante à souligner avec cette équipe de l'AS Ville de Dakar, c'est que depuis quelques années, elle fait partie de ces clubs qui dominent un peu le championnat, parce que ça fait 4-5 ans, elle gagne au moins un titre par saison chez les filles. Depuis que l'équipe a également une partie garçon, là aussi, commence à s'imposer. Mais en regardant les effectifs, l'AS Ville de Dakar qui a gagné le championnat n'est pas le même que l'AS Ville de Dakar qui va disputer la Basketball Africa League. Je pense que ce n'est pas une surprise. On a vu que ce n'est pas seulement propre au basket sénégalais. Youssou N'Doye a été recruté par APR du Rwanda pour cette compétition. Il aurait pu jouer aujourd'hui pour l'AS Douanes ou bien pour Ville de Dakar dans ce tournoi-là. Parce que c'est ouvert, c'est une formule particulière. Et tous les clubs qui participent en général mettent une partie de leur effectif
en dehors de leur liste pour aller chercher ce qui leur manque ou bien aller chercher ce qui va leur permettre de se renforcer et de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Et dans ce schéma-là, je pense que Ville de Dakar a perpétué un peu ce que l'AS Douanes a fait parce que l'année dernière, cette équipe s'était renforcée avec les meilleurs joueurs sénégalais, mais en allant chercher aussi sur le continent. On a parlé d'Amadou Harouna qui est là, qui a joué l'année dernière pour l'AS Douanes. Je pense que pour un peu revenir un peu sur le choix, Libas, je n'ai pas de difficulté particulière par rapport à Libas Faye. Je pense que c'est un très bon coach. Mais je pense que l'expérience de Parfait Adjibon ou de Pabi aurait été d'un bon apport pour cette équipe de Ville de Dakar. Ils auraient pu dû faire appel à ces techniciens-là. Parce que c'est sûr, Nafi a parlé tout à l'heure de ces détails-là qui ont fait compte jusqu'à aujourd'hui, un club sénégalais n'a pas encore gagné. Parce que si Pabi était retourné cette année, je pense qu'il aurait pu réussir quelque chose. Parce que les 2 ou 3 expériences précédentes, à chaque fois, il a su corriger les errements qui ont fait qu'il avait perdu. L'expérience doit servir à quelque chose, quelque part à ce niveau-là aussi. Et on l'a vu avec Ville de Dakar chez les filles, lors du championnat d'Afrique dont j'ai parlé tout à l'heure, ils avaient fait revenir Moustapha Gaye comme coach. Et le coach titulaire chez les filles était Goudiaby était quasiment son adjoint. Et lui, qui est le directeur technique de Ville de Dakar, avait pris la main pour cette compétition. Après la compétition, il est reparti à son poste et a laissé l'entraîneur continuer. Je pense que c'est un partage d'expérience qui peut toujours servir. Et quand vous participez à ce tournoi-là, ce n'est plus une question de club. On est plutôt dans un format représentation d'un pays. Et c'est extrêmement important d'être performant, de ne pas avoir peut-être des regrets quelque part en se disant qu'on aurait pu mieux faire en faisant ceci ou cela. Je pense qu'il faut plonger y aller. Et forcément, donc, Ville de Dakar, je pense, aurait dû peut-être, au-delà de se renforcer sur le plan de l'effectif, également sur le plan du staff technique, parce que se renforcer, parce qu'un entraîneur qui vient découvrir une compétition aussi relevée, vous avez 6 matchs, mais vous n'avez pas beaucoup de chance de vous rattraper. Il faut gagner dès le départ. Il faut éviter certaines défaites qui peuvent, derrière, vous coûter, parce que c'est les 2 premiers qui se qualifient. C'est 6 matchs et 2 places qualificatives. Donc forcément, la moindre erreur risque de se payer cash. D'autant plus que l'AS Ville de Dakar se retrouve dans un groupe extrêmement relevé. Avec le champion en titre et un ancien champion. Le champion 2022, Monastir, et le champion 2024. Qui sont dans son groupe. Il n'y a que les Cap-Verdiens qu'on peut considérer peut-être comme peut-être une équipe de moyenne envergure. Ils ont le même statut que l'AS Ville de Dakar puisqu'ils découvrent. Ils découvrent, mais on connaît. Mais ils ont un entraîneur qui connaît la basketball africain. Et non seulement ça, eux aussi, ils ont recruté. Et qui connaît le Cap-Vert, c'est quand même que, au même titre que le Sénégal, c'est un pays de basket. Donc on ne dispute pas, on ne préjuge pas en tout cas du fait que c'est une équipe qui sera difficile à manier, parce que le basket cap-verdien quand même compte sur le continent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut peut-être, c'est qu'au sortir de la première journée, après les 2 premiers matchs de ce groupe-là, on saura quel est le niveau réel des uns et des autres. Vous vous souvenez l'année dernière de la remontada de l'AS Douanes. Ils ont très mal commencé pour après monter en puissance. Et l'expérience du banc a beaucoup joué dans cette motivation-là, parce que aussi c'est des matchs qui se jouent effectivement sur des détails, mais qui se jouent surtout sur la tactique que met en place l'entraîneur. Le coaching est extrêmement important. On est en basket, il y a de ces matchs, c'est les entraîneurs qui les gagnent. Et là, je pense que Ville de Dakar va partir avec une faiblesse à ce niveau-là. Et on dit que Pabi Gaye a été le meilleur entraîneur, en tout cas de la saison, où ils ont terminé finaliste 2023. Et Petro de Luanda avait éliminé l'AS Douanes la saison passée en quart de finale. Donc ça aurait été intéressant d'avoir Pabi Gaye sur le banc de l'AS Ville de Dakar pour pouvoir corriger. Parce que le plus important aussi dans cette compétition, c'est l'entrée en matière. Et pour le premier match, quand on se retrouve avec Petro de Luanda, avec ces joueurs qui sont déjà très expérimentés, qui ont encore besoin de gagner des trophées avec la balle, parce qu'aujourd'hui, la Basketball Africa League se positionne comme une compétition où les joueurs démontrent en tout cas tout leur talent qu'ils ont pour pouvoir passer dans les NBA Summer League ou pouvoir jouer dans d'autres clubs en NBA G League. Donc, j'espère vraiment qu'ils pourront s'en sortir face à Petro de Luanda, qui est quand même une équipe qui va vraiment très faire mal,
pour l'entrée en liste, parce que c'est le champion en titre qui défend son titre quand même. Ouais, et puis bon, c'est un club angolais aussi. On connaît un peu la rivalité entre Sénégalais et Angolais. Alors, ce qui peut être un avantage, et peut être aussi un problème, c'est que l'AS Ville de Dakar joue à domicile. Donc, il y a cette pression qui peut être négative si on n'arrive pas à gérer justement la pression, je me répète, ou qui peut être une pression positive. C'est un atout, finalement, pour l'AS Ville de Dakar de démarrer à Dakar? Oui, je pense que c'est un atout. Si on voit les compétitions, les participations plutôt de l'AS Douane, on peut dire que jouer à Dakar Arena, c'est un atout. Parce qu'AS Douane a joué ici contre l'US Monastir, et qui était le champion en titre. Et c'était assez difficile comme match parce qu'on était dos au mur. Mais le public a joué sa partition et l'AS Douane s'est rebriefé, en fait. Donc, pour moi, la Douane est un club, je vais dire traditionnel, qui a une longue histoire. Ce qui n'est pas le cas, justement, de l'AS Ville de Dakar, qui n'a pas encore peut-être cette adhésion du public pour venir. Est-ce que, c'est ça mon souci, est-ce que le public va réellement se déplacer? Est-ce que le public, s'il se déplace, il aura cette exigence-là vis-à-vis Je pense que s'ils mettent le même dispositif qu'ils ont mis en place lors du championnat d'Afrique féminine, ils seront capables de mobiliser leurs supporters. Sauf que là, c'était à Marius. Même à Dakar Arena, je pense, parce que déjà la BL, eux-mêmes, ils mettent un système de transport. Avec Dakar Demdik, il y a des bus qui font la navette pour aller rallier le site. Et en dehors de ça, Ville de Dakar doit pouvoir mobiliser quand même ses supporters en mettant à leur disposition les moyens de transport, en les déplaçant. Ils y ont déjà travaillé et l'ont réussi, même si c'était Marius assez plus proche. Je pense qu'ils devraient être capables de reconduire le même format parce que jouer à domicile, l'avantage, c'est que le public va vous permettre de gagner des matchs que potentiellement vous deviez perdre. L'AS Douane a gagné l'année dernière et l'année d'avant des matchs grâce au public sur le Money Time. C'est le public qui fait la différence. On met la pression est telle que l'adversaire, à un moment donné, perd pied. Et ça, c'est extrêmement important. On joue à domicile, on doit pouvoir finir dans les deux premiers. Et finir dans les deux premiers, dans ce tournoi-là, c'est forcément battre l'un des champions, les deux meilleurs. Il faut les battre. Il faut éliminer l'un des deux gros morceaux. Parce que les favoris, ce n'est pas la Ville de Dakar. Ce n'est pas les Cap-Verdiens. C'est le champion en titre, Petro Atlético de Luanda, et c'est Monastir. Donc, quand vous n'êtes pas dans la peau du favori et que vous êtes outsider, vous jouez à domicile, vous avez besoin de votre public. Et on sait que Douane avait réussi à transformer on peut dire Dakar Arena en chaudron. Parce qu'il y a de ces matchs où l'ambiance était telle que bon, on n'avait rien à envier, en tout cas, aux grandes finales de la NBA. Côté ambiance, je veux dire. Je ne parle pas de la qualité du jeu ou autre chose, mais sur le plan de l'ambiance, les Sénégalais savent mettre de l'ambiance. Mais pour mettre cette ambiance-là, il faut qu'il y ait de la folie sur le terrain. Et ça, c'est le staff de l'AS Douane et les joueurs de l'AS Douane qui devront allumer cette mèche-là. Quand ils auront été le déclencheur, Ville de Dakar pourra bénéficier du public. Parce qu'en fait, le public sénégalais adore le basket. Mais il faudrait juste qu'on l'aide à être là, à être présent. Je pense que le nécessaire devrait être fait, en tout cas, par les responsables. La Ville de Dakar, c'est la capitale du Sénégal. C'est la mairie de la Ville de Dakar. Ils doivent se donner les moyens de relever le défi, parce que c'est un défi pour eux. Ils sont novices, certes, mais ils ont besoin de cette qualification au Final 8 pour grandir davantage, pour grandir encore plus. Et par rapport à la mobilisation, je ne pense pas, quelles que soient les circonstances. Là, c'est le club de la Ville de Dakar, la capitale du Sénégal. On parle de l'AS Douane, mais l'AS Douane, c'est un corps de l'administration du Sénégal. S'ils arrivent à avoir assez de supporters dans ce pays-là pour mettre de l'ambiance à Dakar, pourquoi la ville de Dakar n'y parviendrait pas? En termes de mobilisation, je pense que c'est le Duc qui avait réussi le pari de la mobilisation, parce qu'il se trouve à l'UQAD. Ils sont 80 000 étudiants. Il y avait les étudiants là-bas. Donc, AS Douane va venir en 3e place, je pense, derrière l'AS Ville de Dakar, qui quand même a mis en place des moyens pour pouvoir mobiliser assez de supporters. Bon, ça, on vérifiera pour la première journée. Mais en dehors de cela aussi, il faut savoir que c'est la 5e édition, la 4e fois qu'on accueille ici la conférence Sahara. Et je pense que au fur et à mesure qu'on a avancé avec cette compétition, en accueillant ici la conférence Sahara, la population sénégalaise aussi commence à adhérer au concept BAL. Moi, je vois partout à travers le digital
des gens demander pour les tickets, comment on s'organise, quand y aller, le transport, d'autres choses en fait pour dire que aujourd'hui, en dehors même de la mobilisation que les clubs arrivent à faire, Dakar Arena aussi s'est positionné comme un lieu incontournable pour la BAL qui mise tout à fait dans cette salle pour abriter la conférence Sahara. Et je ne serais même pas surprise de voir pour la première journée que la salle soit à guichet fermé parce qu'ils ont l'habitude de faire ça pour dire qu'en dehors même du public sénégalais, il y a un autre public qui est intéressé par la BAL, qui est intéressé par Dakar Arena, intéressé aussi par la conférence Les Sahara. circuits sont huilés, quoi, pour les organisateurs. Moi, je vois même des personnes qui bookent leur billet pour venir regarder des matchs de basket ici à Dakar. Donc, pour dire qu'il y a un autre public qui va s'ajouter. Et je pense que pour la première journée, quand même, ce sera plein. D'autant plus que ça tombe pour un week-end. Très bien. Bon, pour terminer un peu sur ce chapitre-là, c'est vrai, on a parlé de la mobilisation. Maintenant, est-ce qu'un succès de l'AS Ville de Dakar peut être considéré comme un positionnement, parce que ce qui est différent de l'AS Douane à l'AS Ville de Dakar ou à d'autres clubs, c'est que là, effectivement, c'est le club de la capitale, vous l'avez abordé tout ça, c'est le club de la capitale qui est en train de s'imposer chez les filles et très rapidement chez les garçons. Est-ce que ça veut dire qu'en cas de succès, effectivement, l'AS Ville de Dakar devient de fait un club majeur, important dans la carte basket du Sénégal? C'est un jeune club. Ville de Dakar a eu sa section de basket dans un passé très récent. Et c'était surtout chez les filles. La section masculine, elle est encore plus jeune. Ouais. Mais je pense que la section a 2 ans ou 3 ans. 3 à 4 ans maximum. 3 à 4 ans. Pas plus en tout cas, c'est sur les 5 dernières années qu'ils ont commencé à vraiment s'imposer sur la scène du basket sénégalais. Et ils ont gravi énormément d'échelons. Ils ont réussi un pari qui est de grandir très vite. Maintenant, ça a des conséquences, ça a du bon et du mauvais. C'est vrai que le palmarès leur fait encore défaut par rapport au club historique du basket sénégalais. Quand on parle de Duc, de l'ASFA, de l'ASFO, de Sibac et autres. Donc, il y a quelque chose qui leur manque encore, c'est le palmarès au niveau national. Même si depuis 3-4 ans quand même, on parle que de Ville de Dakar. On n'entend plus parler très souvent de Duc, de Saint-Louis Basket Club, qui ces 10-15 dernières années étaient les clubs les plus en vogue. Aujourd'hui, Ville de Dakar leur dispute la place de leader. Et sur ce registre-là, je pense qu'ils ont besoin de faire une performance pour grandir davantage et pour s'imposer comme, quelque part, une locomotive du basket sénégalais. Parce que c'est un club, il faut aussi le dire, qui a peut-être des moyens que d'autres n'ont pas. Parce que si Douane arrive à faire des performances, Ville de Dakar arrive à faire ce genre de performances, à se qualifier régulièrement dans ce genre de compétition, aller chercher les meilleurs joueurs, ça demande aussi des moyens. Il dépend de structures qui sont capables de mettre les budgets qu'il faut, de mettre les moyens financiers nécessaires pour non seulement avoir les meilleurs basketteurs sénégalais et régner sur les compétitions nationales, mais aussi s'ouvrir sur le plan international pour faire des performances. Le championnat d'Afrique féminin que Ville de Dakar a accueilli, si la Ville de Dakar n'a pas les moyens, on n'aurait pas pu le faire. Parce que ça faisait quand même 20 ans que le Sénégal n'avait pas reçu ou participé à ce genre de compétition, faute de moyens, justement. Et la Ville de Dakar a relevé ce pari-là. C'est vrai que ça a eu des retombées. Ça permet à cette équipe d'exister sur la scène continentale, d'être connue. Parce que c'est une vitrine. On parle de Dakar. Dès qu'on dit ville de Dakar, c'est la capitale. Et on a besoin d'avoir des équipes sportivement fortes pour pouvoir justement porter ce visage nouveau de Dakar, pour en faire une ville de sport. Parce qu'aujourd'hui, Paris rayonne avec le Paris Saint-Germain. Vous allez dans d'autres grandes villes, on parle de Barcelone, tout le monde, Real Madrid, tout le monde parle de Madrid. Chaque grande ville du monde essaie de coller son nom à un club sportif de dimension mondiale ou internationale. Et aujourd'hui, Dakar n'avait pas peut-être cette chance-là. Ils ont leur propre club maintenant. À eux de trouver les moyens pour justement s'imposer. Et je pense que ce genre de compétition, intégrer le Final 8 leur permettra justement de se faire une place sur la scène africaine. Parce que la BLL, c'est la fenêtre la plus large et le moyen le plus rapide aujourd'hui d'avoir justement de la visibilité sur la scène internationale, parce que c'est la plus grande compétition de basket sur le continent africain.
Dernière... ouais, allez-y. Oui, vas-y pour ta question, parce que je passe dans un sens. Sur un peu le positionnement de l'AS Ville de Dakar, ce qu'elle est en train de devenir. Effectivement, je vais compléter pour ce qu'il vient de dire, Arona. C'est la plus grande compétition. Quand on se retrouve dans une compétition où on nous parle de 250 millions de dollars qui sont injectés dans cette compétition, ça veut dire que derrière, il y a les ressources financières, l'appui financier qui va arriver, mais il y a aussi cette visibilité derrière. On parle de 37 000 emplois, 156 joueurs venus de 28 pays. Quand même, c'est un melting pot où ils peuvent avoir de la visibilité, des ressources financières, ils peuvent avoir aussi des ressources qui vont aider même le staff technique à pouvoir grandir rapidement, que les joueurs puissent intégrer des programmes. Pour moi, c'est un rendez-vous où il faut aller le plus loin possible. Et ils sont derrière l'AS Douanes qui a été finaliste, quart de finaliste. Il y a aussi le Duc, et eux, je suis certain qu'ils auront envie de faire plus que le Duc au regard du recrutement qu'ils ont fait. Derrière, c'est-à-dire ils ont eu l'appui financier de la BAL qu'ils ont injecté dans le recrutement. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aujourd'hui qu'eux, ils veulent dépasser cette étape de la phase des poules de la conférence Sahara et passer au Final 8 pour encore avoir plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est ce que la BAL propose au club. C'est-à-dire, on te permet d'avoir une expérience sur la scène continentale, d'avoir de la visibilité, mais l'expérience aussi, ce n'est pas seulement pour les joueurs, ce sera avec les entraîneurs, de pouvoir grandir dans une grande compétition, de pouvoir titiller, on va dire, le niveau de la NBA. Aujourd'hui, la BAL, c'est la NBA en Afrique. Donc, c'est assez de choses qui vont vraiment leur motiver, vraiment, je pense, à vouloir aller jusqu'au bout. Et quand on parle de l'AS Douanes ici au Sénégal, qu'on parle du Duc et qu'on parle de l'AS Ville de Dakar, c'est-à-dire qu'ils ont partagé cet même espace pour pouvoir se qualifier et passer. Donc si aujourd'hui l'AS Douanes est arrivé jusqu'en finale, moi je pense que l'AS Ville de Dakar pourra le faire. Il faudra seulement miser sur les moyens qu'ils ont déjà montré avec ce recrutement dont toute l'Afrique est en train de parler et voir si ce recrutement va passer pour la première journée et les autres journées dans la conférence Sahara. En tout cas, en matière de recrutement, on rappelle que à la main, l'AS Ville de Dakar a recruté Will Perry, qui est américain, qui est aussi un très bon tri-pointeur. Il y a Arona comme ailier, Arona Abdoulaye, le Nigérien, qui avait joué avec l'AS Douanes. Et puis Majok, le Sud-Soudanais, qui fait partie des meilleurs joueurs du continent. Alors rapidement, je rappelle... Eze, je crois aussi, le Nigérien. Oui, je pense qu'il y a 4 recrues, plus maintenant... Il y a Devin Eke aussi. Voilà. Ils ont un joueur, je pense, par ligue. Oui. Par ligue, exactement. C'est exactement ça. Matar Gueye, qui est international d'ailleurs, je ne dis pas ancien, jeune joueur, qui est donc recruté. Alors, je rappelle très rapidement le calendrier de l'AS Ville de Dakar. Le premier match, ce sera donc samedi. Ce sera plutôt contre l'US Monastir. Ensuite, l'AS Douanes joue contre le dimanche, contre Creole Star, le club capverdien. Ensuite, le troisième match, ce sera contre Petro de Luanda mardi à 19h. Et puis, les matchs retour, donc, prévus la semaine prochaine. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir sur le premier thème de ce club de sport. Tout de suite, on enchaîne avec le deuxième. Alors, pour ce deuxième thème, nous allons parler du Maroc. Le Maroc qui est aujourd'hui un des pays qui accueille les plus grandes compétitions africaines, les plus importantes. On parlait de la balle d'ailleurs, je rappelle que les premiers matchs se sont joués au Maroc. Mais cette fois-ci, on parlait du football, puisque vous l'avez vu, le Maroc a accueilli il y a quelques semaines, il y a quelques jours, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Le Maroc accueille actuellement la Coupe d'Afrique de futsal. Le Maroc va accueillir également la Coupe d'Afrique, la grande Coupe d'Afrique des Nations, chez les filles d'abord, ensuite chez les garçons. Il y a un an, le Maroc avait accueilli cette même Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà de ça, le Maroc accueille également des matchs internationaux pour des pays dont les stades ne sont pas homologués. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, Arona? Qu'est-ce que le Maroc est en train de faire aujourd'hui avec le football africain ou pour le football africain? Je pense que le Maroc est en train d'utiliser
le football africain, pour se positionner comme une plateforme incontournable. Ils font de la diplomatie sportive et ils développent leur économie sur le plan sportif. Ils se sont dotés de stades ultramodernes. S'ils sont capables d'accueillir, lors de la dernière fenêtre FIFA, 12 matchs, 12 pays africains qui se déplacent, qui reçoivent au Maroc sur peut-être les 48 qui devaient jouer des éliminatoires. C'est quasiment près de la moitié. Donc c'est assez impressionnant. Malheureusement, pour beaucoup de pays africains, ils sont, je pense, victimes un peu du parti pris de la CAF. Parce que je ne vois mal qu'on puisse homologuer le stade de Nouakchott, qui est en gazon synthétique, et dans le même temps, le stade de Banjul, que j'ai eu l'année dernière l'occasion de visiter, qui a été totalement réhabilité, refait, avec une très belle pelouse, des tribunes, tout a été repris. C'est un peu comme on a fait avec les retouches à Léopold Senghor. Et la CAF est allée inspecter, ils ont dit que le stade n'est pas en norme. On se pose la question, si on est capable de jouer dans certains pays, on peut jouer dans un pays en guerre en Libye, à Benghazi, et on ne peut pas jouer à Banjul, qui a un stade quand même, qui de mon point de vue est meilleur que celui de Bissau, qui est homologué. Celui de Conakry n'existe plus parce que les Guinéens n'ont pas pu mettre leur stade à jour. Mais il y a beaucoup de pays africains qui reçoivent dans des stades qui ne le sont que de nom en réalité. On connaît ces stades-là. Et aujourd'hui, le Maroc a compris qu'en utilisant la diplomatie sportive, en recevant ces pays-là, parce qu'ils font tellement d'avantages que tout le monde veut aller jouer là-bas. Vous voulez jouer à Abdoulaye Wade, par exemple, la Gambie s'est renseignée pour jouer ici. Mais le coût était élevé. Ils allaient dépenser, en dehors de la prise en charge de leur équipe, rien que pour le stade, la sécurité et tout ce qui tourne, autour de 60 à 110 millions de francs CFA. C'était largement au-dessus de leurs moyens. Parce que vous voulez jouer à Abdoulaye Wade, la location du stade, les assurances et autres, c'est entre 35 et 40, 50 millions, voire même 50 millions de francs CFA pour un seul match. C'était largement au-dessus de leurs moyens. Vous allez au Maroc, on vous donne le stade, on vous offre gratuitement la sécurité, on vous offre parfois, pour certains pays, ils leur offrent même les hôtels. C'est la fédération marocaine, ou en tout cas le royaume qui prend en charge les hôtels. On vous donne gratuitement les terrains d'entraînement. On met tout le nécessaire à votre disposition sans que vous ayez bourse de lieu. On l'a vu récemment avec le Niger. Le Niger a reçu son match retour au Maroc contre le Maroc. C'est vrai qu'ils en ont pris 5 parce qu'ils ont reçu le Maroc. Le Maroc, s'est déplacé au Maroc. Voilà, le Niger s'est déplacé pour recevoir le Maroc au Maroc. Et vous voyez que c'est anachronique dans le football africain. Malheureusement, ils ont les infrastructures parce qu'ils préparent une Coupe du Monde en 2030. Ils ont des dirigeants qui ont cette vision-là et qui se disent qu'en ayant tous ces présidents de fédération, tous ces pays sous notre coupe, tout ce dont on a besoin en Afrique, on l'obtient. On l'a vu avec l'élection au Conseil de la FIFA. Le président de la Fédération marocaine, Ladja, qui est l'homme le plus puissant aujourd'hui du royaume Kazima, ministre du budget, qui tient l'oreille droit du roi, parce que on dit qu'il parle quand il veut, il obtient ce qu'il veut. C'est lui qui est président de la Fédération, qui aujourd'hui est l'homme fort de la CAF, le patron quasiment du football africain, et qui à côté aussi a cette autre casquette-là, président du comité local d'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc qui parle à la FIFA et aux plus grands dirigeants du monde, qui parle à l'Espagne et au Portugal avec qui ils vont co-organiser. Il est si puissant qu'aujourd'hui, le Maroc a mis en place une politique sportive qui lui permet d'accueillir toutes les compétitions. Là, on a insisté sur le football, mais il n'y a pas que le football. Le basket, vous avez parlé de la conférence Kalahari qui se joue là-bas. Vous avez parlé de la CAN féminine. Les petites catégories de football. À chaque fois qu'un pays est défaillant, le Maroc dit « j'organise ». Mais en dehors de ça, ils organisent des compétitions d'arts martiaux régulièrement. Toutes les grandes disciplines sportives organisent leurs compétitions là-bas. Il y a moins de 2 mois, il y a même des conférences internationales sur le sport. Donc, ils touchent à tout. Ils font du tourisme sportif et de la diplomatie sportive. Ils développent leur économie pendant que les autres pays s'appauvrissent justement en payant des billets d'avion pour aller jouer là-bas. Même si par ailleurs, certains pays qui jouent au Maroc ont quand même des tarifs préférentiels avec l'Arabe. Absolument. C'est ce qu'on appelle un peu le soft power. L'idée, c'est d'être un leader au plan africain, au plan diplomatique, en passant par le sport. On ne peut pas dire autre chose. Si vous aidez une douzaine de pays à jouer leur match chez vous, ça veut dire que derrière,
vous vous positionnez comme un ami à qui on va apporter peut-être un soutien demain pour autre chose. Une douzaine de pays qui jouent au Maroc, c'est presque un mini-tournoi de la CAN qui se joue là-bas. Moi, je pense que le Maroc a eu une vision très bien conduite sur le tourisme sportif. C'est quelque chose qui marche partout à travers le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, pour activer le tourisme sportif, il faut avoir de bonnes infrastructures, il faut accueillir des compétitions, il faut avoir une bonne compagnie aérienne. Je vois que la CAF a déjà signé avec leur compagnie aérienne. Donc, ils ont combiné pour ces toits. Dès l'instant qu'ils ont beaucoup investi pour avoir des infrastructures modernes qui peuvent vraiment aujourd'hui accueillir, je ne parle même pas de la CAN, mais de la Coupe du Monde, ils ont compris que la deuxième étape à faire, c'était d'accueillir le maximum d'événements sportifs pour pouvoir tester ces infrastructures et pouvoir se préparer pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Maroc a dépassé vraiment le stade d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on était en Côte d'Ivoire, qu'on a vu qu'il y avait de magnifiques infrastructures sportives là-bas, mais ce qu'on regarde quand même au Maroc dépasse tout ce qu'on avait vu récemment avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, eux, ils ont eu une vision bien plus lointaine que malheureusement la plupart des pays africains qui se trouvent ici. Il faut comprendre aujourd'hui que le tourisme sportif te permet d'accueillir des événements sportifs, de te positionner comme un lieu incontournable pour que beaucoup de voyageurs doivent aller visiter. En dehors des équipes même qui voyagent aujourd'hui pour y aller, il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour aller regarder un match. Donc c'est toute une économie qui tourne autour de la réception de ces événements sportifs et que le Maroc a vraiment compris. Moi, je pense vraiment, avec tout ce qu'Aaron vient de dire, que les autres pays devraient seulement s'asseoir et prendre note sur ce que le Maroc est en train de faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas avoir des populations, quand je prends par exemple l'exemple du Sénégal, on a une population très jeune. On a des jeunes qui sont passionnés vraiment de sport et qui n'attendent que d'accueillir vraiment des événements sportifs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 4e saison qu'on accueille ici la conférence Sahara. Pourquoi aujourd'hui on n'anticiperait pas pour aller sur les Final 8, organiser aujourd'hui une phase finale? Le Rwanda, c'est sa dernière. Le Rwanda a dit que c'est sa dernière, qu'il allait donner aujourd'hui l'opportunité à d'autres pays de pouvoir organiser. Moi, je m'attendais par exemple à voir le Sénégal pour cela, parce qu'on a vu quand même que le président Paul Kagame avait fait le déplacement ici pour voir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'imaginais qu'au détour d'une rencontre, il lui aurait expliqué pourquoi lui, il accueille les Final 8 et que nous, par exemple, on serait intéressés. Parce qu'au-delà même de remplir Dakar Arena à guichet fermé, il y a d'autres personnalités, d'autres personnes en fait, d'autres manières on va dire, de networking qui va se passer avec la BAL. Donc aujourd'hui, on devrait se positionner comme cela. Je ne peux pas comprendre, par exemple, que le Rwanda copie sur le Sénégal par rapport aux infrastructures sportives et que le Rwanda aujourd'hui organise beaucoup plus d'événements sportifs que nous. C'est dans cette image, c'est dans cette position en fait que le Maroc est actuellement. Il dépasse tout ce qui se passe autour de l'Afrique. Il est en train de concurrencer, on va dire, le monde, en dehors même de l'Afrique. Là, tu peux retrouver des stades au Maroc qui sont encore dans de meilleures conditions que ceux qui sont en Europe. Ouais. Donc vraiment, ça laisse cogiter. On voit les images des futurs stades qui vont accueillir la Coupe du Monde et c'est très beau. Et c'est pour dire qu'eux, aujourd'hui, là, nous, on prévoit d'organiser une CAN, eux, ils prévoient d'organiser une Coupe du Monde. C'est un tourisme sportif qui, je pense, est très intéressant, que vraiment toutes les autorités ici en Afrique devraient réfléchir dessus parce que le Maroc n'est pas en train d'investir son argent comme ça ou bien de jeter son argent par la fenêtre. Il y a vraiment de l'économie qui entre derrière et il faudra que tout le monde suive. Absolument. Alors, évidemment, il y a les aspects liés au tourisme, comme on a dit, mais on cherche aussi, nous ne chercherons pas à avoir une certaine influence, tant au plan africain, au plan derrière mondial. Parce que si le Maroc arrive à avoir beaucoup de pays africains qui vont appuyer sa politique sportive ou en tout cas vont compter lorsque le Maroc aura besoin de leur voix, c'est que derrière, il n'y a pas que l'Afrique qui les intéresse. Mais forcément. D'ailleurs, les investissements qu'ils font, ils ne les font pas pour l'Afrique. Ils les font pour accueillir l'Afrique
justement pour utiliser l'Afrique comme tremplin, comme escalier en quelque sorte. Ces fédérations sportives. Demain, si le Maroc postule à une compétition où un dirigeant marocain dit je vais être président de la FIFA ou je vais intégrer une instance sportive au Viet Voda ou à quelconque autre discipline, il aura le soutien de ces pays qu'ils sont en train d'aider aujourd'hui. La présidence de la CAF. Vous l'avez vu lors de la dernière élection au Conseil de la FIFA, les présidents de fédération choisis par l'ECJA pour les soutenir, porter leur candidature, s'associer avec eux, comme le Niger, ils ont réussi à passer. Là où la Côte d'Ivoire qui a organisé dans la dernière CAN et qui devait organiser la CAN U20, avec les accords qu'ils avaient passés avec ils ont présenté leur candidat, le président de fédération, il n'est pas passé. Parce qu'il n'avait pas le soutien du Maroc. Aujourd'hui, il y a certains pays de la sous-région qui jouaient au Maroc qui ont choisi d'aller jouer en Côte d'Ivoire, comme le Burkina récemment. Parce qu'il y a cette question de voisinage et autres. Le Burkina joue actuellement au Mali. Ils ont fait un match. La Gambie récemment a joué au Burkina, en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire quelque part que chaque pays se positionne, se cherche des amis et essaie justement de configurer un environnement qui lui permet de compter. Et dans le cas du Maroc, ce qui les intéresse, ce n'est pas l'Afrique. Le Maroc vise le monde. Aujourd'hui, ils sont dans un peu le même schéma que l'Arabie Saoudite. Quasiment, c'est les mêmes politiques. Sauf que là où l'Arabie Saoudite choisit d'aller chercher des joueurs, des stades, de créer un championnat attrayant, suivi à travers le monde, la Saudi Pro League, qui est diffusée par beaucoup de chaînes, alors qu'avant, ça n'intéressait plus personne. Mais vous avez des Ronaldo, des Talisca, des Sadio Mané, des Benzema qui arrivent là-bas. Tout le monde veut les voir jouer. Ouais. Est-ce que ce n'est pas la prochaine étape, justement? Mais pour le Maroc, justement, c'est la méthodologie qui est différente. Organiser un championnat suffisamment puissant pour accueillir des joueurs de classe mondiale. Ils se rendent indispensables sur le plan du sport, et en particulier du football africain, pour peut-être demain avoir un championnat qui pourra accueillir ces joueurs-là. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce que le Maroc investit, il le rattrape sur le plan touristique. Les hôtels fonctionnent. Quand vous arrivez dans les hôtels, vous payez la chambre, vous dormez, vous mangez, vous buvez, vous faites du tourisme en repartant. Vous allez faire des courses au marché. Vous n'allez pas aller à Casablanca. Vous êtes sénégalais, vous allez jouer un match de foot au Maroc. Au moment de rentrer, vous avez 2-3 jours de libre. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au marché de Casa, vous faites vos courses. L'argent qui vous reste, vous le dépensez au Maroc. Donc le Maroc crée une économie autour justement de ces compétitions sportives-là. Mais la finalité, ce n'est pas simplement d'attirer le plus de monde dans le cadre du sport. Non, c'est de vendre la destination Maroc. Aujourd'hui, même sur le plan du cinéma, il y a des studios de Hollywood qui sont délocalisés au Maroc. On regarde beaucoup de films au cinéma ou sur Netflix et ailleurs. On ne se rend pas compte, mais en réalité, c'est joué au Maroc. Les enregistrements se font au Maroc. Vous avez vu, même Mission Impossible, un épisode où quasiment tout le film se joue au Maroc. Ils vendent on montre les villes marocaines. On parle du pays. Et ça a fait connaître. Vous savez, en 2002, il y a des gens, les Asiatiques, qui ont dit ils ne savaient pas sur la carte où mettre la position du Sénégal. Mais quand on a battu la France en ouverture de la Coupe du Monde, il y a plein de monde qui savait désormais c'est quoi le Sénégal, c'est quel pays le Sénégal, et qui ont cherché à venir, pour certains même, voir cette ambiance qu'ils avaient vécue. Donc ça veut dire que le sport permet de vendre, le sport permet de développer le pays. Et le Maroc, au-delà de développer des infrastructures sportives, de développer le tourisme sportif, de développer son économie, vise à faire de ce pays-là une plateforme incontournable du sport mondial. Organiser une Coupe du Monde de football en 2030, le Maroc était déjà candidat pour la Coupe du Monde 1994, qui a été attribuée aux États-Unis. Ça veut dire que depuis plus de 40 ans, le Maroc cherche à organiser la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que, il voulait être le premier pays africain à organiser. Ils ne l'ont pas été, c'est l'Afrique du Sud qui l'a été. Mais aujourd'hui, il veut être l'un des pays africains qu'on considère comme la locomotive, le numéro 1 pour tout ce qui touche au sport. Parce qu'ils ont des visées. Ça ne m'étonnerait pas que demain, un dirigeant du football marocain, comme Fawzi, veuille diriger la FIFA. Ce ne serait pas surprenant. Je pense que c'est dans son plan de carrière. Et si vous le retrouvez dans 4 ans à la présidence de la CAF, que ce ne soit pas une surprise. Parce qu'il a déjà maillé, il a déjà mis en place son dispositif. Il a placé ses pions, ses hommes en quelque sorte. Et aujourd'hui, le Maroc vise justement à dominer le football africain et à être la plateforme. Et à partir de là,
aller conquérir le monde. Et je pense qu'ils n'en sont qu'à leur début. Ils ont un schéma de travail bien défini. Ils savent où ils vont et comment y arriver. Ouais. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que même en dehors, je veux dire, en plus de ce qui est en train d'être fait en dehors du terrain, mais sur le terrain également, ça marche, puisque les clubs marocains sont présents en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, mais mieux encore, le Maroc, on l'oublie, est 4e de la dernière Coupe du Monde, ce qui est aussi extrêmement important à relever. Et 12e aujourd'hui du classement FIFA. Du classement FIFA. C'est le meilleur classement d'une nation africaine. Et il y a d'ailleurs un club marocain qui va participer à la Coupe du Monde des clubs aussi, le Wydad. Ou le Wydad. Wydad, où il y a le club qui est entraîné par Redragui. Oui, donc moi je pense que déjà les résultats sont là, les résultats sportifs quand même sont là, mais voir un peu aussi ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, le Maroc est la destination prisée des joueurs sénégalais qui évoluent ici dans les championnats. Tu ne les retrouves plus dans les championnats, un an après, ils sont au Maroc. Que ce soit pour les garçons comme pour les filles. Il y a des installations là-bas pour les clubs féminins. Ces types d'installations, tu ne les verras nulle part ici en Afrique. Il faudra voyager en Europe pour les retrouver. Et c'est de bonne guerre aussi, je pense, aujourd'hui, si on retrouve un dirigeant marocain, par exemple, à la FIFA, ou bien candidat pour diriger la FIFA, ou bien la CAF. Parce que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas qu'il soit marocain ou pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans son pays, ce qu'il arrive à mettre en place comme politique sportive, comme résultat, en fait, sur le terrain. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, l'exemple du futsal, que le Maroc est en train d'accueillir, c'est-à-dire le championnat d'Afrique de futsal. Là, on parle du Sénégal comme outsider, mais par exemple, quand on parle du Maroc, le Maroc s'est lancé dans le futsal depuis très longtemps, qui a aujourd'hui un championnat qui est bien mis en place et tout. C'est-à-dire, il faudra qu'à un certain moment, qu'on ait la vision de se mettre sur les choses très tôt, en fait, et de ne pas attendre le dernier moment. Si aujourd'hui l'EGA est devenu ce qu'il est au Maroc, c'est parce qu'il a eu la confiance aujourd'hui du roi, mais aussi la confiance des collaborateurs. Comprenant que non seulement il gère le budget, il gère aujourd'hui la fédération, mais il peut gérer d'autres choses. C'est-à-dire, le monde est fait actuellement de ces genres de, on va appeler, comme le terme qu'on utilise ici, link en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudra qu'on ait une personne assez super puissante, ou bien assez puissant et qu'on rendra super puissant, en l'aidant tous autour, pour qu'ils puissent en fait développer cette stratégie. Il faudra qu'on ait une même vision de la politique sportive pour pouvoir être vraiment au niveau de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui du Maroc. Pour moi, aujourd'hui, le Maroc n'est pas en train de devenir, c'est carrément la capitale du sport sénégalais. Quand je vois ce qu'ils ont fait avec la conférence Kalahari, c'est quand même immense en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, on va se réveiller. Le Maroc va dire qu'il va organiser les Final 8 de la BL. Et on sera tous d'accord. Parce qu'il y a l'infrastructure qui est là-bas, il y a les hôtels, il y a aussi ce public qui est tout aussi intéressé par le sport que produit, que ce soit la balle, la CAF ou bien les autres entités sportives. Et ce qui est notable aussi, c'est que c'est pas quelque chose de spontané, c'est pas tombé du ciel. On a l'impression qu'ils ont travaillé, ils ont pris le temps. C'est au moment où c'est arrivé à maturité qu'ils ont dit voilà, nous sommes là. Mais parce que quand tu vois comment ça se passe et tout ce qui tourne autour de ces organisations-là, les compétitions qu'ils organisent, les infrastructures qu'ils ont mises en place et la façon dont l'État marocain utilise ce levier-là, on sait que c'est programmé. C'est planifié et c'est organisé. Et si les instances sportives, parce que c'est les instances sportives, aujourd'hui c'est la Fédération royale marocaine de football qui est au devant de la scène, qui est quasiment le chef d'orchestre de ce qui se fait. Mais c'est parce qu'il y a le soutien de l'État. Il y a un engagement politique. Le royaume du Maroc en a fait son cheval de bataille et s'est donné les moyens d'y arriver. Parce qu'ils ne se sont pas contentés d'avoir de bons hôtels, parce qu'il faut de bons hôtels pour accueillir les compétitions. Les sportifs sont très exigeants en termes de qualité de vie par rapport aux infrastructures qu'ils reçoivent. Ils sont exigeants en termes d'infrastructures sportives parce qu'ils ne vont pas jouer dans n'importe quel terrain ou n'importe quel... Ensuite, ils sont aussi exigeants en termes de rémunération sur le plan financier. Parce que le prize money est important. Le tournoi international ATP du Maroc est l'un des mieux dotés.
c'est pas... Ça, on donne envie aux sportifs de venir pratiquer. On voit aujourd'hui de grands sportifs qui vont passer leurs vacances au Maroc parce qu'on leur offre un cadre. À Marrakech notamment. Et malheureusement, c'est ce que par exemple nos États au sud du Sahara, que ce soit le Sénégal ou tous les pays qui sont dans notre partie occidentale ou ailleurs, on a les plages, on a l'environnement qu'il faut pour faire ce genre de choses. Malheureusement, on n'a pas la volonté politique. Nos États n'ont pas compris que le sport est un facteur de développement. Aujourd'hui, les gens vont faire leurs études aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça leur donne l'opportunité de faire du sport-études. Vous êtes un sportif de haut niveau, vous sortez demain à la fin de votre carrière, vous avez votre diplôme universitaire, votre MBA ou un PhD et autres. Malheureusement, nous, on ne surfe pas sur ces aspects-là, ces leviers-là, qui devraient nous permettre demain de mieux encadrer notre jeunesse et de donner à nos jeunes les outils pour rivaliser avec le reste du monde. Aujourd'hui, les jeunes sportifs sénégalais n'ont aucun moyen de rivaliser. Nos clubs vont au Maroc, ils se font manger quasiment. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, dans le même environnement. Et l'État marocain déploie tellement de moyens pour ces activités sportives-là qu'on est à des années-lumière. Oui, absolument, à des années-lumière. Mais après, on va quand même rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je disais que c'est arrivé à maturation. Et là, ils se disent, voilà, nous sommes... On rappelle qu'il y a quelques années, lorsque le Sénégal a été suspendu, on a joué des matchs en novembre 2013. À Al Jadida, au Maroc. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a vraiment commencé, qui est arrivé maintenant à maturation. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de se positionner en numéro 1, en hub de tous les sports. Là, on parle de football, mais le basket, le tennis, entre autres, peut-être le golf. D'ailleurs, le golf, puisqu'il y a un tournoi international de golf, c'est donc l'exemple à suivre carrément pour les autres pays africains. Ils font mieux même que l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Je le disais tantôt, c'est la destination prisée. C'est là où tous les sportifs veulent aller actuellement. Partir au Maroc, soit pour participer à leurs événements sportifs ou pour les vacances, comme l'a dit tantôt Arona. Et derrière aussi, il y a ce regard bienveillant de l'État qui accompagne tout cet engouement autour du sport au Maroc. C'est-à-dire que même pour le transport, ils ont redoublé d'efforts sur les moyens qu'ils ont mis. Là, ils ont parlé de beaucoup d'innovations sur le côté transport. Alors, si on sait déjà que le Maroc s'est déjà positionné comme un pays qui est assez doté en fait en termes de transport routier. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Moi, je vais juste rebondir sur le mot que tu as donné, c'est-à-dire l'exemple à copier en Afrique. Aujourd'hui, il faudra que les autorités, que ce soit les autorités sportives ou bien étatiques, aient cette vision de développer le sport, qui est d'ailleurs un facteur de développement. Si on ne le développe ou pas, le sport est un facteur de développement. Il faudra qu'on ait cette vision commune, de bâtir un écosystème assez fort entre ceux qui dirigent le sport ici au Sénégal et bien sûr l'État du Sénégal. Si on arrive à se positionner comme cela, d'ailleurs on a déjà commencé assez d'efforts sur ça parce que quand on voit ce qui se passe à Diamniadio, on a le terrain de football, on a le terrain de basket, on a aussi on a la piste d'athlétisme, on a aussi un centre qui peut abriter plusieurs compétitions en salle. Il faudra juste permettre à Diamniadio d'avoir les commodités nécessaires en fait pour le public et pour ceux qui veulent se rendre là-bas, de pouvoir aujourd'hui regarder un match de basket, mais aussi avoir l'occasion d'être dans un centre commercial, quelque part où l'on peut vendre, ou bien d'avoir un espace où être avec sa famille. Ce sont des genres de choses qui vont encore plus donner envie aux gens de se déplacer jusqu'à Diamniadio, de pouvoir y passer du temps, mais pouvoir par la même manière de développer l'économie. Et si on me dit oui, mais ça ne se passe que quand la Basketball Africa League organise, c'est parce que derrière aussi, il faudra qu'on ait la vision d'aller demander à organiser d'autres compétitions pour pouvoir quand même développer cette économie sportive. Très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Maroc va acquérir la CAN. La grande CAN, ce sera au mois de décembre, à cheval sur l'année 2025 et 2026. Le Maroc accueillera également la Coupe du Monde en 2026 en co-organisation avec l'Est 2030, avec l'Espagne notamment. Merci. Merci à vous, Arona Deme. Merci à vous également, Nafi Amarfal. Merci à vous qui nous avez suivis, Omar Ndiaye et toute son équipe qui était à la réalisation. Très bonne suite des programmes sur RTS. On se retrouve la semaine prochaine.